va commencer déjà. Bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue au Café littéraire de Montréal. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir comme invité Mahfoud Messaoudan. Messaoudan, c'est ça? Je ne sais pas trop. Messaoudan Mahfoud, pour son premier livre, mais c'est quelqu'un qui a écrit pas mal d'articles, donc il est connu comme étant une personne qui écrit des articles dans plusieurs journaux. Le titre du livre, c'est Le Revenant. C'est un roman, donc c'est une fiction, mais aussi ça a demandé à l'auteur une recherche historique parce qu'il raconte une histoire qui se déroule au XVIe siècle, au début du XVIe siècle, donc ça demande au moins une recherche scientifique, une recherche historique pour savoir comment la Kabylie vivait à cette époque-là. Donc, avant qu'il intervienne pour dire ce qu'il a poussé à écrire ou nous parler du contenu du livre, moi j'ai lu le livre, j'ai eu la chance. Moi j'ai eu la chance de lire le livre, je l'ai lu. Imaginez, j'ai pris une journée, je l'ai lu, donc en une journée, il y a une journée que je n'ai pas travaillé, donc j'ai passé toute la journée pour le lire. C'est une histoire passionnante. Lorsqu'on commence à le lire, on est obligé d'y aller jusqu'au bout. Parce que je l'ai commencé moi, j'ai lu un chapitre, je n'ai pas pu lire la suite, mais je suis revenu, j'ai relu tout. Donc le premier chapitre, je l'ai lu 2 fois. Le reste, c'est en une seule fois. De plus, en le lisant, j'ai fait de la recherche historique. Chaque fois qu'il mentionne quelque chose, moi, je vais aller voir est-ce que c'est vrai ou pas vrai. Donc, c'est un défaut chez moi parce que j'ai agi comme un jury pour une thèse de doctorat ou de magistère. Donc, j'ai fouillé vraiment, j'ai fouillé un petit peu, pas vraiment, mais j'ai fouillé. L'histoire raconte l'histoire d'un disparu. Et là, c'est quelqu'un qui a disparu pour une raison de guerre. Sa famille n'arrive pas à faire le deuil, c'est sa femme. Donc, ça commence comme ça. Et ça revient aussi. Donc, il me semble que l'auteur, il est un petit peu dans l'absurde, puisqu'il a mis son personnage principal dans un cercle vicieux. Il a malmené. Il a commencé son histoire par une disparition pour la finir par une disparition. Mais il a intitulé Revenant. Donc c'est déjà quelque chose. Mais dans les écrits pareils, lorsqu'on raconte une histoire du passé, on risque de tomber dans ce qu'on appelle les anachronismes. Les anachronismes, tout à l'heure je vais en parler lorsqu'il va exposer son travail. J'en ai détecté quelques-uns alors que je ne suis pas historien, donc quelques anachronismes. Lui-même, j'ai discuté avec lui, il les a détectés aussi après une deuxième lecture. Donc ça va être la discussion, ma discussion, ça va être orientée vers ça, parce que ce qui est anachronique pour moi, il peut ne pas être pour lui, parce qu'il a une autre lecture, et c'est possible qu'il la met dans la fiction et non pas dans l'histoire. Donc il peut toujours répondre à ces questions. Donc je laisse la parole à Messaoudan. Désolé, Mahfoud, c'est plus simple. Donc, je tiens vraiment à remercier tous les gens qui sont venus. Vous êtes nombreux, vous avez rempli l'endroit, et puis ça fait chaud au cœur. Et puis, je profite aussi de remercier Ali. Merci Ali pour cette invitation. Je sais que tu m'as déjà invité il y a quelques mois de ça, mais malheureusement, je n'étais pas en mesure de venir le faire. Et puis aussi, je voulais donner le temps aux gens de le lire, pour qu'on voit des feedbacks, des retours, et puis suite à ça, donc voilà. Donc je tiens encore à remercier les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont, ils sont curieux de connaître le roman, et puis voilà. Donc aujourd'hui, c'est une occasion de parler brièvement, bon, on va prendre une heure et demie pour discuter, et puis voilà. Après, donc si je vais y aller dans le vif du sujet à Ali, donc je vais présenter pendant 20 minutes comment
vais parler en filigrane sur le roman. Et aussi, on aura du temps pour discuter. Et puis vous êtes libre de poser n'importe quelle question concernant le roman. Je voulais vous aviser que c'est un roman historique, mais en étant prudent, je ne voulais pas me substituer du travail d'historien. Parce que parler du XVIe siècle, c'est une époque un peu délicate. Il y a un manque d'informations. Donc, moi, la façon d'écrire, j'ai pris un personnage qui s'appelle Yidir. Et dans ce personnage-là, je voulais parler d'une histoire. C'est nos ancêtres. C'était notre, comment dire, c'est notre histoire. Et bon, moi, je l'ai interprété à ma manière. Mais bien sûr, libre à vous, en lisant le livre, de le critiquer parce que c'est le but. Donc, si je vais un peu parler, j'ai écrit, mais je vais quand même détailler un peu pourquoi j'ai écrit le roman. Bon, il y a l'objectif de l'écriture du roman. Donc, l'objectif, c'était parce que je me sens concerné. Voilà. Donc, à un moment donné, on se pose des questions sur notre existence, sur la manière comment on a pu résister pendant des siècles, surtout la période du XVIe siècle, parce qu'il est un peu riche. Bien sûr, dans le roman aussi, on découvre la Kabylie ancienne. Pour ceux qui l'ont lu, ça parle de la Kabylie ancienne avec sa façon de vivre, sa manière d'exister aussi. Il y a aussi les aléas de l'époque. Donc, et puis, quand on parle de la Kabylie, on pense automatiquement au village. Le village qui est le maillon fort de la Kabylie. Qui est contre l'envahisseur, contre la dureté de la vie de l'époque. J'ai rejoint Ali quand il a dit que j'étais un peu dur avec Yidir. Et c'est pas parce que j'étais dur, c'était comme ça. C'est-à-dire, c'est une certaine authenticité, on le vit chez nous, c'est dur la vie. Il faut dire, c'est vrai, il y a des moments de bonheur, mais à cette époque-là, quand on parle juste, il faut revenir juste. Même pas 50 ans en arrière, quand on parle de nos ancêtres, de nos grands-parents, quand ils parlent de la Kabylie, il y a toujours ce sentiment-là difficile, la difficulté de la vie. Et aussi, je vais aborder aussi les relations du village kabyle avec les royaumes de l'époque. Parce que si on parle du XVIe siècle, je vais essayer après de vous situer pour ne pas vous perdre dans l'axe du temps. Parce que le XVIe siècle, c'est une époque. C'est une époque, il y a eu beaucoup d'événements. Donc, le Kabyle à l'époque, le village Kabyle, il a des liens avec le royaume de Koukou et la Hanata Abbas, et aussi la dynastie des Hafsides. Comme je précise, ce n'est pas pour me substituer le travail de l'historien, parce que je ne suis pas historien, je ne suis pas spécialiste de ça, donc je garde une certaine distance. À l'époque aussi, cette région d'Afrique du Nord, particulièrement la Kabylie, elle a connu bien sûr les Arabes, qui sont venus avec les conquêtes musulmanes, et aussi les Espagnols qui sont venus après la Reconquista, et aussi la présence des Ottomans. Et aussi, je vais parler aussi de l'esclavage blanc, ce qu'on appelle la rédemption. À l'époque, bien sûr, il y avait l'esclavage qui se faisait, le commerce de l'esclavage qui se faisait dans la Méditerranée avec les Ottomans. D'ailleurs, c'était à Alger. Il a duré pendant 3 siècles, selon les historiens. Voilà, donc voilà un peu, je vais parler sur le roman. Si je vais revenir aux 5 points que je viens de citer. Mais avant d'aborder l'objectif d'écriture du roman, je préfère quand même vous situer un peu, parce que j'ai pris des notes, parce que vous pouvez voir ça dans Google et tout, c'est pas sorcier. L'histoire du roman, elle se situe vers le début du XVIe siècle, c'est-à-dire vers 1530-40 jusqu'à 1555, quand Béjaïa a été libéré des mains des Espagnols par le royaume de Koukou et les Ottomans. Donc, ça c'est à l'époque, c'était la dynastie Hafside, son siège il était à Tunis. Donc, j'ai cette histoire. Et comme vous êtes au courant, l'Afrique du Nord, elle en a eu beaucoup de dynasties qui sont berbères en général, mélangées avec les conquérants musulmans d'époque. Donc il y en avait peut-être une vingtaine. Donc, mais je vais me concentrer sur celle-ci et
Et puis, aussi, je vais parler aussi, dans le roman, sur le royaume de Koukou. Le royaume de Koukou, il a existé pendant pratiquement 2-3 siècles. Mais comme je vous dis, c'était l'époque où est-ce que le royaume de Koukou a été sollicité par les Ottomans de libérer Bougie des mains des Espagnols. Donc, si je vais quand même revenir à ça, dans le fond, comme je l'ai lu, comme vous l'avez lu peut-être dans la couverture de la page et tout, c'était, bon, là bien sûr, il s'agit d'une époque datant du XVIe siècle, sans village Térite. Térite, c'est un choix qui paraît symbolique, parce que Térite, c'est une colline, c'est une protection. Dans le livre, je vais donner le nom Térite parce que ça va donner une idée que c'est le Kabyle en général à l'époque, il choisit toujours la colline, c'est pour se protéger. Donc c'est pour ça que j'ai donné le mot Térite. Le nom d'Idir aussi, c'était pour survivre, c'est pour vivre, tu vois. Donc nous, dans le fond, même chez nous en Kabylie, quand, pour contrer le sacrilège mauvais sort, on donne le prénom soit Idir, soit Idir et tout. Donc voilà. Et à cette époque-là, il s'agit bien sûr d'une époque cruciale. Bon enfant, il y avait la présence des Ottomans et aussi le royaume de Koukou. C'est-à-dire le village à l'époque, il était soumis, pas d'une manière directe, mais je peux dire qu'il était soumis à la monarchie de Koukou parce qu'il y avait des intérêts, c'est soit des intérêts politiques, soit des intérêts sociaux. C'est pour ça que quand l'Idir s'est engagé avec les autres du village pour adhérer, comment dirais-je, pour investir l'insurrection contre les Ottomans, contre les Espagnols, je vais dire. Donc il y a eu dans le roman, j'ai cité comment la personne ça veut dire, a accepté d'y aller vers d'adhérer à l'engagement, je veux dire à l'insurrection. Donc, comme je l'écris ici, bon, le revenant, c'est un voyage dans le temps, revenant à une époque où le destin des montagnards dépendait de leur attachement à la terre de leurs aïeux et de leur serment à la protéger. Un récit passionnant. Bon, je l'ai dit, un récit passionnant, certes, mais c'était pour voir comment c'est pour donner un peu un aperçu au lecteur que la participation du Yédir avec les autres du village, ce n'est pas une participation comme ça, prise à la légère. C'est pour s'affirmer en tant que montagnard, parce que je l'ai dit j'ai parlé dans le revenant de montagnard, parce que j'ai décrit le montagnard, comment les caractéristiques d'un montagnard de l'époque, qui va prouver soit à sa famille, soit à son village, comme quoi il est courageux. Donc, j'ai eu des commentaires d'ailleurs là pour ça. On a un caractère fougueux comme ça parce que le Yédir, il était un peu impulsif, il était un peu un personnage difficile, parce que quand il a été choisi pour y aller en guerre, en principe c'est pas lui qui va aller en guerre, c'était son frère. Donc, juste pour ne pas rentrer dans l'histoire, mais son frère était malade et puis il a pris sa place. Donc à l'époque, c'est-à-dire le fait d'être choisi, pour lui c'était content parce qu'il voulait que ça, mais aussi, si je peux aussi aborder la manière comment le village Térite a accepté d'adhérer à cette insurrection. C'est-à-dire, il y a eu une discussion dans le village, ça veut dire il y a eu, c'est pas une soumission directe, ils ont donné le temps à la discussion entre le royaume de Koukou et les villages, parce que moi, l'histoire des Térite, moi, j'ai situé, avec l'imagination évidemment, dans le Yahya, comme il s'appelle, c'est la partie, parce que le royaume de Koukou se trouve à Yahya, donc côté Michli.
Mais aussi, il y a une partie qui se trouve aussi à Favaré, parce que je ne vais pas y aller me substituer dans l'histoire, dans le travail des historiens, mais c'était quand même c'est le choix le choix de l'implantation du royaume de Koukou, c'est un choix stratégique. Ils n'étaient pas ils ont fait leur rempart là-bas. Mais ça, comme je vous le dis, je vais être un peu prudent. Je préfère ne pas m'avancer là-dessus parce que c'est de l'histoire. Mais si je reviens un peu à l'objectif de l'écriture du roman, bon, c'est une époque peu explorée. Moi, le personnage qui m'a donné l'idée d'écrire ce roman-là, c'était Saïd Boulifa. Vous connaissez peut-être, parce que c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup sur la Kabylie. Et son ouvrage, Le Djoudja à travers l'histoire, il a décrit un peu la Kabylie de l'époque. C'était ce livre-là, si je ne me trompe pas, il a été édité en 1925. C'est quand même loin, tu vois, c'est bientôt un siècle. Et quand je l'ai lu, j'étais un peu émerveillé de voir comment le sort de la Kabylie de l'époque, il a bien décrit, et il était impartial, vraiment, il a fait un bon travail. C'est pour ça que je l'ai écrit, et puis à partir de là, bien sûr, il y a des événements, peut-être sur la femme kabyle aussi, il ne faut pas oublier comment la femme kabyle à l'époque, elle avait ses droits, et puis à un moment donné, ils étaient enlevés. Dans le fond, quand on va parler peut-être plus loin dans certains détails du roman, il, bien sûr, il a connu une histoire, il a eu un sort un peu, comment dirais-je, c'est un sort un peu délicat, parce que il est mort, il n'est pas mort, il est disparu, non, donc après sa femme, il est obligé de refaire sa vie, quand il a refait sa vie, à un moment donné, il a réapparu, après, c'est bien, il a été spolié, donc tout ça, quand il est revenu, parce que ça parle du revenant, ça on ne peut pas le cacher, et quand il est revenu au village, donc le village lui-même, il a des problèmes, il a de la difficulté comment statuer sur le sort d'Yidé, parce que il a réclamé ses terrains et tout. Donc voilà l'objectif d'écrire ce roman-là, ça fait aussi partie de ce souci-là, parce qu'on pose la question en ce moment, pourquoi la femme kabyle, elle a été déshéritée. Bon, moi je laisse ça aux historiens aussi, mais il n'a pas été déshéritée. Bon, c'était un contexte qui a poussé la société kabyle à prendre des mesures pour se protéger. Donc c'est une forme de protectionnisme. Et aussi, si on va parler aussi du village. Donc le village, le maillon fort de la Kabylie quand on envahissait. Dans le livre, dans le roman, j'ai écrit, je vais les lire textuellement pour que ce soit plus clair. Au-delà du village, celle-ci fait partie d'une confédération renforcée par des liens de confiance et d'intérêt politique et militaire. Des extraits au sujet des participants des Kabyles à l'insurrection. Si le village de Tirit est invité à rejoindre l'insurrection, il n'a pas d'autre choix que d'accepter afin de ne pas être rejeté ou carrément exclu de la confédération et être livré à d'éventuelles attaques par d'autres tribus. L'adhésion des autres régions s'explique par une volonté de maintenir une cohésion entre tribus et confédération. Donc, pourquoi? Donc, le Tirit, si elle a adhéré, c'est pas parce qu'elle ne veut pas adhérer, ou bien elle veut adhérer, c'était le contexte de l'époque. Ils doivent démontrer aux autres tribus qui sont un village fort, et aussi de renforcer certains liens avec d'autres, parce que s'ils n'ont pas participé, ils auraient pu être isolés, et puis aussi c'est comme ils ont affiché un sentiment de faiblesse. Donc voilà, vous allez le voir dans le roman, il a été bien. J'ai parlé beaucoup sur cette étape-là. Et aussi, je voulais aussi parler, dans le roman, on a parlé des relations du village avec le royaume de Koukou, la planète Abbas et la dynastie des Hafsid. À cette époque-là, quand j'écrivais ce livre,
il y avait une époque, à cette époque-là, je veux dire, il y avait la dynastie des Hafsides s'est installée à Tunis. Et les Zayd al-Qadi, qui sont les chefs du royaume de Koukou, ils étaient, un de leurs ancêtres était un cadi, c'est-à-dire c'était un illuminé. C'est un administrateur. Un juge. Oui, genre juge, mais juge qui connaît l'arabe, qui connaît le Coran, qui connaît les lois des époques. Et aussi, selon mes recherches, il était administrateur, je pense, de bougies d'Annaba. Et puis bougies aussi, je pense. C'était un commerce de l'Est. Donc, quand les Espagnols sont arrivés en Afrique du Nord, et particulièrement à Bougie, donc il y a eu une déstabilisation. C'est pour ça que la dynastie des Koukou, de la famille El-Qadi, ils sont revenus en Kabylie pour mettre en place leur monarchie. Bon, ça c'est l'histoire, je vais être prudent aussi. Donc, mais ce qu'il faut retenir, il y a les entités de l'époque, les entités politiques. Il y a le village kabyle, il y a le royaume de Koukou, il y a le clan Abbas et la dynastie des Hafsides. Ils sont tous berbères, voilà. Donc, mais ils avaient des différences sur la manière, comment dirais-je, sur la manière d'exister. Donc, le Kabyle, il a ses propres fonctionnements, le royaume de Koukou aussi, et la dynastie. Donc, ils ont des liens. Donc, ça, on ne peut pas les éviter, parce qu'ils ont joué, ces liens-là, ils ont joué dans la participation du village de Koukou avec les Kabyles de cette région-là. Juste pour préciser, les Kabyles qui ont participé à l'insurrection contre les Espagnols, c'est pas tous. C'est-à-dire ceux qui sont sous l'autorité du royaume de Koukou, pas ceux de Thabès par contre, tu vois. Donc ça aussi, j'ai essayé de relater les faits de l'époque. Bien sûr, Yidil, quand il était engagé, parce qu'il est devenu après, c'était un militaire, après il est devenu prisonnier. Donc il était en prison en Espagne, parce que, en tout cas, vous allez le découvrir comment il a été en prison, c'était un hasard. Et aussi, bien sûr, la vie qu'il avait, sa vie carcérale en Espagne, c'était dur. Puis, ça aussi, je l'ai relaté. C'est pour ça que j'étais un peu dur avec lui. Mais bon, c'était le fait de mon imagination. Et bien sûr, il y a aussi, après, j'ai abordé aussi comment il a été libéré. Ça aussi, c'est important. Pourquoi ? Parce que à l'époque, les Ottomans, particulièrement comment on appelle ça, les flibustiers, c'est des pirates, c'est des corsaires. Donc ils menaient leur razzia en Afrique du Nord, dans le passage de la Méditerranée. Donc, et ils faisaient le commerce d'esclavage blanc, c'est-à-dire ils font des razzias jusqu'à la limite du sud de l'Europe pour chercher des enfants et des femmes, et aussi des religieux. Et puis ils les ramenaient, et puis ils faisaient du commerce avec, c'est-à-dire on les vendait à Alger à des prix, et puis il y a des marchands qui sont spécialisés pour négocier avec les familles de ces captifs pour qu'ils payent. Et bien sûr, à cette époque-là aussi, surtout, je pense que c'est l'époque du Charles Quint, c'était au XVe siècle, XVIe siècle, parce que ces captifs-là, ils avaient le choix, soit d'être soumis, d'être un prisonnier, ou bien de se convertir en islam. Et ça aussi, les chrétiens qui sont des captifs, ils valent cher. Donc, il y avait quand même, j'ai parlé un peu je pense, quelques pages là-dessus, comment Yédir a bénéficié de sa liberté. C'est-à-dire, il y a eu des négociations pour libérer les religieux. Et les religieux, c'est parce que j'ai parlé de la rédemption, c'est-à-dire parce qu'à l'époque,
c'est pour le salut des âmes, parce qu'il ne veut pas que les chrétiens se convertissent à l'islam. Donc c'est comme une forme de trahison. C'est pour ça qu'il a pu bénéficier d'un échange entre les prisonniers espagnols, ainsi qu'avec les prisonniers aussi, qui est un prisonnier espagnol, avec les prisonniers, les captifs qui se trouvaient à Alger. Ok. Donc ça aussi, je vous laisse le soin de me poser des questions là-dessus, parce que c'est un chapitre, on parle, mais on ne parle pas beaucoup aussi. Et puis vers la fin aussi, si je peux aussi expliquer, quand Idir bien sûr, est revenu au village, il y a eu ce problème-là de la gestion de son héritage, parce qu'il a vu qu'il est mort, considéré disparu, donc il a perdu ses biens, parce que sa femme s'est remariée. Donc tout ça, il y a aussi le village qui ne pouvait pas trancher pour cette question-là, elle est très épineuse. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire d'une manière, en résumé, ce que le roman parle. Je sais qu'il y en a qui l'ont lu, il y a eu des commentaires. Bon, je peux dire qu'ils sont satisfaisants, mais bon, peut-être d'autres n'ont pas osé le faire, c'est normal. Mais ça reste quand même une fiction, ça reste quand même un travail, c'est un roman, donc c'est ma première expérience. Ça se peut qu'il y ait des cookies, ça se peut qu'il y ait des petites... mais j'ai eu des commentaires aussi des spécialistes qui ont remis en cause certains faits cités dans le roman. Parce que j'ai parlé de Juven Serige, parce que à l'époque romaine s'appelle Vida Municipia. Donc l'époque, bien sûr, ça accepte, et puis il y a comme un rempart aussi à cette époque-là. Donc moi j'ai parlé selon les ouvrages, municipalité des eaux, mais ils disent que c'est Bida, c'est une famille Vida, qui sont, peut-être on va Marie ici pour vous expliquer ça, c'est un verger je pense, qui appartenait à Vida, et puis ils disent Bida. Bon, ça c'est des lectures, d'ailleurs quand j'étais un peu perplexe là-dessus, voilà, donc pour dire, je suis Besloub, mais bon, mais c'est pas facile, voilà. Juste pour vous, c'est un exemple. Il y a aussi, il a cité aussi, parmi les commentaires aussi, quand j'ai parlé de la prise d'Alger par les Kabyles. C'est sûr que moi, dans le roman, j'ai cité, je pense, une seule, 7 ans, je pense, ou 10 ans, là. Puis il m'a dit non. C'est une question de jours, ça veut dire les Kabyles, oui, ils ont pris Alger, mais ils ne sont pas restés longtemps. Donc tout ça, c'est des questions qui sont discutables, et puis voilà. Parce qu'il y en a ce qu'on appelle à Alger, au sommet du Belkoko. Donc il fait référence au royaume de Koko, à la hauteur du Babylouette. Je ne peux pas, oui, je connais ça, mais je ne peux pas te le dire si c'est vraiment relatif à ça. Mais oui, ça se peut aussi, c'est une piste. Donc voilà, pour le reste, je vous laisse la parole, comme ça je ne vais pas m'accaparer du tout ce temps-là. Ok, merci. Merci Mahfouz. Moi je vais, tout à l'heure j'ai parlé de quelques anachronismes, je vais en citer quelques-uns. Donc par exemple l'appellation Kabyle. Est-ce qu'à cette époque-là, on les appelait Kabyle? Alors que son personnage, lorsqu'il s'est présenté pour l'un des personnages qu'il a rencontré, il a dit voilà, je viens de la Kabylie et je parle kabyle. Donc, est-ce que cette appellation existait à cette époque, Kabyle? C'est ça. Aussi, il y en a un anachronisme. Nous, aujourd'hui, on sait que à la campagne, tout le monde, par exemple les paysans, il faut etc. À cette époque-là, parler de tomatèche, il faut chercher, est-ce que la tomate, à cette époque-là, on l'a consommée, est-ce qu'elle est cultivée
dans le champ. Alors que moi, j'ai fait une petite recherche. La tomate, ça vient du Mexique et elle a commencé au 15e siècle en Europe, mais elle n'était pas on la consommait pas, on l'a consommée juste quelques siècles après, je crois au 18e siècle ou 19e siècle. Donc, et aussi, l'anachronisme, autre anachronisme, celui de, par exemple, lorsqu'on l'a libéré, il vient sur Alger, le bateau, il voit Alger, et le narrateur, il a dit Alger la blanche. Ah, moi, je me suis dit, comment elle était blanche alors que la Casbah, elle n'est pas blanche. Donc, certainement, le narrateur, il a l'image d'Alger coloniale, celle que les Français ont construite. Donc, et de plus, Alger la blanche. Aussi, il y a quelques autres anachronismes. Par exemple, ça c'est discutable, et ça peut ouvrir une discussion ici sur l'Inneyer. Oui, on fait l'Inneyer, mais il a fait le lien avec Chechnya. Alors le lien avec Chechnya, il s'est fait les années 70, qui s'est fait seulement le Inneyer avec le lien avec Chechnya pour choisir une date de commencement du calendrier, donc une date arbitraire qu'on a choisie dans l'histoire, donc le lien avec Chechnya. Est-ce que ça a existé avant ou pas? Je ne sais pas, mais à ma connaissance, ça a commencé récemment. Donc ces anachronismes, c'est pratiquement là où il peut tomber n'importe quel auteur s'il touche à l'histoire. Et c'est difficile de... Donc, où est la part d'histoire, où est la part d'imagination du narrateur? Là, c'est parfois le narrateur, c'est l'auteur, et d'autres... et moi, ce que j'ai compris, le narrateur, il était en position de... Je ne sais pas ce que vous avez déjà de Dieu de Platon, un démiurge. C'est un fabricant d'événements. Lui a fabriqué un contexte. Donc, c'était ça. C'était un dieu, le narrateur, dans ce livre. Mais, au-delà de ça, c'est un livre passionnant. Je l'ai lu en une journée. Et je vous conseille de le lire à la fois. Parce que, essayez, si vous pouvez, essayer de le lire à la fois. C'est comme si vous avez vu un film. Ça ressemble à un film. Je crois qu'il a cette capacité de Netflix, pourquoi pas, mais c'est comme si j'ai vu un film. Ça a pris 6 heures comme ça, alors qu'un film, 1h30, c'est suffisant. Mais ça m'a pris 6 heures, 7 heures pour le lire, et je vous le conseille. Je ne sais pas ce que tu peux répondre par rapport aux anachronismes. Rapidement, Ali, c'est vrai que des choses que, comme je vous dis, c'était la difficulté d'écrire l'événement de l'époque, même l'habit à Varlous, c'est pas évident parce que il n'y a pas vraiment, d'ailleurs, je ne sais pas nous, si chez nous on peut faire quelque chose qui faire genre un musée, de récolter, de collecter tous les objets qu'on avait, parce qu'on sait sûrement qu'on les a dans nos villages, dans nos maisons, mais c'est pas facile de donner la date. Donc ça, pour vous dire, des fois, des fois j'ai usé de mon esprit imaginatif pour décrire. Comme Alger, pourquoi j'ai décrit Alger, c'est vrai, mais à l'époque, la couleur blanche, j'anticipe. Et les arcades, tu as parlé des arcades. Oui, c'est ça, parce qu'à l'époque, c'était l'architecture de la Casbah. C'était parce que la Casbah, elle a été construite il y a quand même 10 siècles. Donc, et puis, c'est une architecture inspirée de la civilisation islamique d'époque, c'était des arcades et tout. Donc, mais c'est pas toujours vrai, comme je dis, ça je ne veux pas me substituer dans le travail des historiens, mais je l'ai imaginé comme ça. Bon, la Casbah était là depuis des siècles, et puis n'a pas été beaucoup modifiée. Donc voilà. Et pour revenir à Chechnya, oui, c'est vrai, ça aussi, bon, c'est vrai que c'est nouveau, moi aussi, je l'accorde, mais j'espère que c'est lu dans une page, d'ailleurs, je l'ai mise ici parce que Chechnya, bon, ce que j'ai, une fois j'ai été, parce que nous, l'histoire de la Kabylie, n'a pas été écrite, c'est grâce à l'oralité qu'elle existe, que les gens nous parlent, surtout nos grands-mères. C'est elles qui ont maintenu un peu ils nous ont enseigné sur notre histoire. Moi, comme par hasard, il y a un an de ça, j'ai été chez
j'ai invité mon cousin, il est venu avec sa belle-mère, il était là, Kousséa. C'est ça, et puis sa belle-mère, elle me disait, Mahfoud, il y avait quelque chose qui se parlait, que nos vieilles racontaient, c'est son arrière-grand-mère. Qu'est-ce qu'elle disait? Mais ça peut quand même, il faut le vérifier. Moi, je vous le dis ici après. Elle dit, quand on fait, en fait, il y avait une citation qu'on disait, nous connaissons le public, c'est riche, je trouve le date sous maïch. C'est-à-dire, parce que c'est pour ça qu'on sacrifie un coq. Et donc, elle me dit, parce que moi j'ai imaginé, parce que à l'époque Sheshnak, quand il a pris le trône de la 22e dynastie du pharaon, et donc il a aidé, il a sauvé l'Afrique du Nord de la misère, parce qu'il leur a donné ce qu'on appelle du grain, c'est du blé à l'époque. Donc, quand il dit, nous connaissons le public, c'est riche, c'est-à-dire c'était un remerciement. Donc ça peut rester, c'est discutable, parce que pourquoi on fait ce sacrifice, c'est pour remercier. Donc c'est pour ça que je l'ai associé directement à Sheshnak. Mais bon, ça reste quand même, c'est un roman, voilà. Donc je vous laisse la parole, vous, et puis pour le reste, d'autres anachronismes, oui. Il y a quelque chose qu'on peut quand même... Merci. Donc c'est ouvert pour les questions, de préférence que ce soit des... Prenez pas beaucoup de temps, ça peut être une question, ça peut être un commentaire, mais ne prenez pas beaucoup de temps pour que tout le monde puisse participer. Et merci. Est-ce qu'il y a des intervenants courageux? Oui, oui, moi j'aimerais revenir un petit peu à un aspect de ton roman. Tu as fait allusion au statut de la femme à cette époque-là. Oui. Donc j'aimerais savoir que tu nous en dises un peu plus en fonction de ta recherche, à savoir que, sachant que la femme kabyle à travers notre histoire, c'est un pilier vraiment de notre société. Donc elle joue un rôle prépondérant, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, social. L'histoire nous en a appris énormément. Et d'un côté, nous avons ça. Et d'un autre côté, on a toujours su une chose, à savoir qu'elle est déshéritée, à savoir qu'elle ne peut pas bénéficier des mêmes darwa, surtout en ce qui concerne l'héritage, au même titre que ses frères, par exemple. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'il y a un petit peu comment dirais-je là, c'est une espèce d'injustice que je considère moi personnellement. Qu'est-ce que je voulais dire justement par rapport à ça? Est-ce que c'est les invasions qui ont fait que, effectivement, avec ce qu'ils ont ramené, donc on a reculé et on lui avait pas donné les darwas qu'elle devait en avoir, ou les darwas dont elle doit jouir et en bénéficier, ou bien nous étions comme ça, c'est juste un aspect de notre culture qui fait que la femme, bien qu'elle fasse vraiment des choses extraordinaires dans la société, c'est le pilier de la société, mais il n'en demeure pas moins qu'elle ne peut pas jouir de tout ce que ses frères ou le monde masculin. Merci Ouamar. Écoute, c'est une question très très délicate. Pourquoi? Quand il faut lire le Saïd Boulipa, il a déjà parlé longuement sur ça. Avant, d'ailleurs je l'ai mis comme annexe dans l'ouvrage, quand est-ce qu'ils ont modifié? Donc ça c'est, comme je vous dis, je n'ai pas envie de m'immiscer dans le travail des historiens. Juste ici, là, je l'ai écrit, en 1763, un traité fut signé entre la régence d'Alger et l'Espagne, permettant la libération de plus d'un millier de prisonniers, dont de nombreux Kabyles considérés comme des flibustiers.
en revenant à leur village, une mauvaise surprise les attendit. Leurs femmes étaient mariées à d'autres hommes, et qu'ils étaient dépossédés de leurs biens et propriétés. Donc la situation ne resta pas ainsi. Je ne vais pas raconter tout ça. Donc ça, c'était je te parle, là, ça c'est 18e siècle. Alors que le roman est écrit au 16e siècle. Au 16e siècle, d'ailleurs, moi, comment j'ai mis la vie de Yidil, parce que sa femme Fadma, c'était qui a subi, j'ai oublié de citer dans ma présentation, hein, c'était qui a subi la disparition de son mari Yidil. Pourquoi? Parce que il est mort ou bien il est vivant, on ne sait pas. Donc, la famille de l'époque, ils étaient contraints de la faire remarier. Quand même, nous restons toujours une société patriarcale. Et quand il s'est remarié, donc, je te donne tout de suite la réponse dans le roman, comme quoi la femme bénéficiait à titre égal comme ses frères. Donc, d'ailleurs, quand il s'est remarié, il y avait un prétendant. Au début, la famille, je ne vais pas raconter dans le détail de l'histoire, la famille suspectait comme quoi ce gars est venu parce qu'il voit en elle des biens, la maison, les terrains, parce qu'il en bénéficiait, c'était automatique. Donc, mais après le coup, quand il est revenu 15 ans après, il a trouvé sa femme était remariée, et puis son bien était... D'ailleurs, c'est ça, quand il parle d'absurde, mon ami Ali, c'était ça, parce que le village, à l'époque, il a statué selon le canon, c'est selon les coutumes de l'époque. C'était des règles, et personne n'a le droit de mettre ou bien d'outrepasser. Voilà. Donc, mais ça reste quand même, quand tu vas les lire, tu vas comprendre un peu, parce que moi, et puis aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que à l'époque, le Kabyle est censé épouser un Kabyle. Ça veut dire l'histoire des étrangers. D'ailleurs, selon moi, quand il s'est été revenu, parce que les Turcs qui voulaient s'installer et tout, ils n'ont jamais résisté, ils n'ont jamais pu s'installer. Et ce qu'ils étaient, c'était prudent parce qu'ici, Saïd Boulifa, il a bien dit, c'était pas pour contraire la femme, on a toujours donné un statut comme privilégié, même si elle quitte. Même si elle divorce, elle revient, elle a quand même sa place dans la famille jusqu'à sa fin de sa vie. Mais il n'y avait pas, moi selon moi en tout cas, ça reste quand même mon avis, c'était pas pour déshériter la femme, ni c'est pour sauver la collectivité. C'est une société, parce que s'il est en contact avec l'étranger, elle risque de disparaître. Et puis, il faut le dire, pourquoi la société kabyle, les Iraniens en général, ils sont résistés. Peut-être c'est ça, on ne sait pas. Voilà. Il y a d'autres personnes. Ça se passe pas exactement, la chronologie entre c'est pas parce que vous dites 18e siècle. 16e siècle. C'est pas le 18e par rapport à la femme. Ouais, je comprends pas. C'est pas grave. En fait, quand j'ai parlé du 18e siècle, c'est parce que la question de Omar, il m'avait dit, parce que moi, le roman, il a été écrit, il parle de l'époque du 16e siècle. Mais au XVIIIe siècle, il y avait une modification. Ça veut dire il y avait un événement. Quand les Espagnols et les Ottomans, parce que c'était la régence d'Alger à l'époque. Il n'y avait pas les Espagnols au XVIIIe, non, ils n'étaient pas en Algérie. Mais c'est un traité qu'ils ont signé les Espagnols avec les Ottomans, avec la régence d'Alger, d'échange de prisonniers, parce qu'à l'époque, pour faire la paix, donc il y avait un millier de prisonniers qui étaient en Espagne, parce qu'ils faisaient de la piraterie dans le bassin méditerranéen. Donc, bien sûr, c'était... C'est le 16e qui était très fort. Mais en tout cas, c'est l'histoire. Moi, je vous dis, je n'ai pas... Parce que le 18e, c'est un peu tard. C'est ça. Le 16e, les autres. Ouais, mais en fait, voilà, moi, vous pouvez le vérifier dans l'internet. C'était en 1763, ils ont signé, et puis à cette période-là, il y a eu des retours. Ça veut dire. 1700, c'est le 16e. Non, 18e. Quand il y a des enfants, en 1701, on parle 18e. C'est comme ça. Mais c'est ça, juste le truc de la femme, je n'ai pas bien compris.
En fait, comme je vous dis, moi je suis prudent quand on parle d'enfants parce c'est parce que le problème d'héritage, c'est un problème jusqu'à ce jour. Pourquoi la femme kabyle a le droit de réclamer les biens de ses frères? Et puis c'est un débat. Moi, je n'aime pas m'associer à ça parce que. Mais selon Saïd Boulifa, ce qu'il disait, pourquoi ils ont modifié cette loi? Parce qu'il y avait même, il paraît qu'ils ont la dernière rencontre s'est déroulée à Djibouti Salit. Il y a une pierre salique qui a symbolisé ils ont scellé un peu cet accord. Et là, ils ont revu certaines règles qui sont en défaveur de la femme. Voilà. Okay. À l'époque. Donc, donc la femme à partir de cette époque du XVIIIe siècle, la femme kabyle n'a pas le droit d'héritage, voilà. Donc, oui, c'est fiché. Juste pour ça, je m'excuse, hein. C'était pas la femme kabyle, c'était les femmes de quelques villages kabyles, pour préciser ça. Parce que d'un village à un autre, il y avait des us, des coutumes, il y avait l'islam qui était là, qu'on le veuille ou non, avec plusieurs dynasties qui se sont succédées jusqu'à essayer de trouver une solution. Et la solution a été l'indivision. Dans tous nos villages, c'est l'indivision qui fait qu'on protège la propriété qui appartient à une famille dans un village nouveau. Mais ce n'était pas toutes les femmes. Dans d'autres villages, elles avaient ces droits et ça continue jusqu'à maintenant. Puisqu'on a appliqué cette règle dans les villes où le droit coutumier n'existe pas. Voilà, un petit peu là. C'était juste une précision. Merci. C'est vrai que. De plus, lui, il parle du statut, surtout de la veuve. Exact. C'est pas la fille, par exemple. C'est le statut de la veuve. Et aussi, c'est pour ça que j'ai dit que le narrateur, il a été raconté l'histoire avec des problèmes d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on se pose la question, pourquoi l'héritage dans la société kabyle n'est pas équitable envers la femme? Pourquoi il n'a pas la même part que l'homme? Et de plus, pourquoi ils ont refusé le peu que la charia lui donne? Donc, ça veut dire qu'ils ont été, en quelque sorte, la déshérités carrément. Et on a une tendance aujourd'hui pour justifier ça par rapport à cette question que la propriété ne va pas être prise par un étranger, mais généralement une Kabyle se marie, cette fils. De plus, est-ce que ce Iwani Lens, c'est un étranger? C'est rare que, surtout d'après son histoire, on a une vie virile, donc ils sont en autarcie, plus ils ne sont pas en contact avec d'autres. Je ne crois pas qu'ils vont rencontrer un Turc, ou à moins qu'ils sont dans les cités, dans les villes. Sinon, dans la campagne, ce risque cette chance de se marier avec un étranger, il me semble qu'elle est rare. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, si je peux me permettre, une petite opinion. On a pris seulement la question d'héritage, alors que l'héritage a été défini par un ensemble, c'est-à-dire l'ensemble de ce que veut la société. C'est un bien matériel, financier pour la femme, mais on a tendance à dissocier, à parler seulement de l'héritage, au lieu de parler de la société en général. Moi, je vais vous dire, par exemple, c'est un cas personnel. Je suis d'une famille, ma maman, évidemment, et elle est d'une autre famille. Donc, il y avait des différences entre les familles. Ça remonte peut-être à 1600. Et croyez-moi, par exemple, la famille élargie, ma famille élargie, a interdit à un moment donné à la famille de Nîmes même d'imaginer de s'approcher de notre propriété. Donc, c'est-à-dire, il va au point parce que, imaginez que, par exemple, il y a un mélange quelqu'un d'extérieur pour pouvoir, par exemple, s'installer devant une maison de quelqu'un d'autre. Ça s'est passé, c'est de nos jours, bon, aussi pour lesquels, mais ça remonte, disons, à 20, 30 ans déjà. Donc, on a tendance à dissocier
C'est-à-dire cette question d'héritage, parce que quelque part on a voulu attaquer la Kabylie par rapport à cette question d'héritage, elle est flagrante, on la concède, mais elle est dans un ensemble d'une société qui se cherchait, qui se protégeait d'une façon ou d'une autre, et le problème est beaucoup plus large que l'héritage. En fait, moi je vais être entendu avec vous là. C'est pas le but de la conférence aujourd'hui, mais c'est un sujet sensible qu'on a abordé. Mais je me suis chiffré quand il a abordé. Vraiment, il a soulevé un bon point entre la culture du villageoise et la culture citadine est différente. Cette question, elle est réglée différemment. Je le conçois exactement, c'est ça. Parce que c'est un sujet, comme je vous l'ai dit, ça concerne des individus, ça concerne, tu sais, dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit d'héritage, tu n'as pas le droit de sol, c'est délicat. C'est pour ça que moi, quand j'ai écrit ce livre, j'ai eu des commentaires d'ailleurs dans ce sens-là. Est-ce que tu l'as écrit parce que vous voulez parler de la femme en général? La femme, elle a subi ce qu'on appelle, elle a été déshéritée. Mais c'est pas le but, mais on ne peut pas s'empêcher de ne pas parler de ça par contre. Parce que moi, quand je l'ai expliqué, j'ai expliqué qu'il y vit quand il est revenu d'Espagne, il a trouvé sa femme mariée, il a trouvé ses propriétés cédées à quelqu'un d'autre. Donc c'est un conflit qui doit être géré dans la famille et dans le village. Et le village, il était inflexible, il ne voulait pas céder, malgré les tentatives, comme c'est vu, plusieurs tentatives jusqu'à menacer, mais le village, les sages du village sont restés inflexibles, ils respectent la loi. Voilà, c'était comme ça. Bien sûr, moi, vers la fin, j'ai expliqué comme quoi ce code de loi a été modifié en défaveur de la femme, évidemment, parce qu'il y avait un contexte d'époque, selon moi, parce que ça l'a bien décrit aussi, comme ça a été fait. Même en 1925, c'est quelqu'un, moi, quand je l'ai lu, c'est quelqu'un qui a des idées progressistes, il voit les choses de loin. Voilà, c'est le livre, comment il s'appelle, Giorgio à travers l'histoire. C'est à lire. C'est à lire, il est disponible dans l'internet maintenant. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de matière historique là-dessus. Voilà. Je vais ouvrir sur quelque chose qu'il a traité aussi sur la laïcité. Il a parlé de pourquoi Tajmaat en général, elle sépare la religion de la gestion de ce qui est commun. Donc, pour ne pas dire public, privé, parce que concept public et privé, je ne crois pas qu'on avait le concept. Peut-être qu'on le vivait, mais on ne l'avait pas comme concept. Il a fait un anachronisme aussi ici, je me rappelle, parce que je dis voilà, on a le Tajmaat en quelque sorte, la Kabylie, elle a tendance, elle a jusqu'à aujourd'hui tendance à y aller vers la séparation parce qu'elle s'est inspirée des guerres de religion. Les guerres de religion, alors, c'est quelques années après les guerres de religion en Europe, européenne, surtout en France. C'est passé quelques années, pratiquement à la fin du siècle, là où tu traites, ce n'est pas au début du siècle que vous êtes. Donc comment il s'inspire d'une époque qui est venue après. J'ai senti que le narrateur, il était là pour justifier en quelque sorte quelque chose, une problématique d'aujourd'hui, pour la régler dans son imagination. Oui, donc, sur la laïcité aussi, c'est discutable. Pourquoi on est là? Attends, sur ce point-là, c'est vrai que j'ai parlé, comme j'ai dit, parce qu'à l'époque, pourquoi je parlais de la guerre de religion à l'époque, c'était l'époque des Inquisitions en Espagne. Tu vois, c'était l'époque justement, dans cette période-là, il y avait, comme je vous dis, je suis un peu prudent dans l'histoire, c'était comment ça s'appelle, l'époque d'Isabelle la catholique. Donc, quand ils avaient, parce que là, tout c'est venu un peu, la Reconquista, elle a pris fin, je pense, vers la fin du XVe siècle. Il a commencé quand même 7 siècles, pendant 7 siècles, les Espagnols, ils luttaient contre l'invasion musulmane en Espagne. Même s'ils ont pris pied là-bas, mais ils n'ont pas dominé toute l'Espagne. Je veux dire, le côté nord, il est encore entre les mains des Espagnols et des chrétiens de l'époque. Donc, il y avait aussi cette haine de religion qui existe. Il ne faut pas l'éviter. D'ailleurs, je l'ai parlé de ça quand Jacob, un juif, qui
qui était prisonnier avec Yidir et Mahmet et puis Hassan aussi, parce que dans le roman, juste pour vous dire, j'ai un esprit d'ouverture dans le roman parce que j'ai pris Mahmet, c'est un Turc d'origine hongroise des Balkans. Il y avait aussi comment il s'appelle, Hassan, qui était un Tlemcenien, qui était aussi un Koulougli. Donc j'ai quand même, tu sais, et puis il y avait, je sais pas, il y avait des liens entre prisonniers, parce que premièrement c'est le sort qu'ils partagent. Et puis dans les trois personnages, avec Jacob le Juif, le quatrième personnage, c'est des personnages qui existaient en Afrique du Nord, en Algérie, tout le reste. Donc ils ont vécu un peu cette étape dans la prison à Valence. Et Jacob, bien sûr, comment il s'est retrouvé, comment il a subi ce qu'on appelle, il a été brûlé, il a été mis au bûcher, parce qu'il a caché sa religion. Parce qu'à l'époque, quand la Reconquista a pris fin en Espagne, tu avais le choix. Soit tu restes, tu deviens catholique, ou bien tu rentres, tu quittes. Si tu restes, tu caches ta religion, ils vont te... Voilà. Jacob, il a subi un peu parce qu'ils l'ont détecté, il priait, le Shabbat, bref, j'ai imaginé un peu, il pratiquait son rituel juif, et puis il a été brûlé dans le fond. Voilà. Mais, juste pour te dire, bon, ça se peut que... Mais ce que je voulais encore parler, il y avait aussi l'histoire Ansar. Parce que, comme je vous dis dans le livre, j'ai essayé de parler d'une. Il y a tout ce que les Kabyles vivaient comme tradition rituelle. Ansar, quand ils l'ont fêté, il y avait une réaction des marabouts qui n'étaient pas d'accord. Voilà. Comme aujourd'hui. Mais parce que, admettons, moi, la représentation maraboutique de l'époque, c'était les êtres qadri. Et puis, ils voyaient pas ça du bon côté. C'était pas pour eux. Tu rentres dans le... Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire... Je pense que c'est un anachronisme. Ah oui. Eh ben, Salat al-Istiqsa Mais... c'est la même chose. On prie pour qu'il y ait de la pluie. Oui. C'est la même superstition. C'est ça. Mais en fait, dans le roman, quand ils ont fait ça, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord parce qu'ils ont dit... Pourquoi c'est... Bon, mais on le fait quand même, comme tu dis, avec satisfaction. Mais je pense à c'est le Dieu, c'est un Dieu justement. Oui, mais c'est ça, à l'époque, c'est une autre... Oui, parce qu'on substitue au vrai Dieu, là, c'est la question. Par contre, il y a une chose que je n'ai pas comprise dans le déroulement justement des discussions, c'est qu'au départ, avant d'aller en guerre en quelque sorte, il s'est investi. Il dit que c'est investi. Et au lieu de laisser son frère partir, c'est lui qui est parti. D'accord. Ce qui veut dire qu'il avait une dette envers Tajmar, envers son village. Au retour, on n'a pas tenu compte de cela. Pourquoi lui-même n'a pas dit, écoutez, moi je me suis investi, j'ai fait la guerre, c'est le du village, je suis parti avec mes amis et tout, et vous m'enlevez tous mes biens et vous m'enlevez ma femme encore. Exact. Pourquoi? En fait, c'est ça qu'il a dit l'absurde. D'ailleurs, il m'a convaincu avec ça. Parce que c'est vrai que quand ils sont partis en guerre, on leur a promis même de prendre soin de leur famille. C'est ça. Mais pendant le déroulement, pendant l'histoire, là, quand on a eu la nouvelle comme quoi son embarcation est brûlée en Méditerranée, à 2 lieues de la Méditerranée, bien sûr, on pensait qu'il était mort. Donc on a statué sur son cas. Et quand il est revenu, d'ailleurs je l'ai dit, parce que lui, quand il revenait d'Espagne, il a été libéré, mais il était content d'être libéré, mais en même temps il était en souffrance avec soi-même, parce qu'il sait que son sort est déjà scellé chez lui. Donc, à un moment donné, il disait, non, je ne vais pas rentrer, c'est fini, parce qu'il savait ce qu'il attendait au village. Donc, bon, c'est le but aussi de donner un peu à ce roman-là une certaine intrigue pour laisser, parce que c'était compliqué. Malgré tout, il est parti, là, tu vois.
Mais après, bien sûr, c'était... Mais le village, c'est 15 ans après. D'ailleurs, je l'ai cité, il y a eu beaucoup d'événements qui sont passés. Il y avait la famine, il y avait les maladies, il y avait beaucoup de choses. Donc, on a carrément oublié. C'est pour ça que moi, je vous le dis là, c'est pas pour... Je voulais donner une certaine authenticité à l'histoire, c'est-à-dire d'être plus réel de ce qui se passe. On l'a oublié 15 ans après, nous on le vit 15 ans après. C'est pas les mêmes personnes qui ont promis, c'est pas les mêmes personnes, bon, plus ou moins. Mais aussi, il y avait le Qanoun, il y avait le droit coutumier. Il était inviolable, en tout cas. Ils ont essayé, mais c'était quoi la solution? Et je parlais de la vengeance et tout, d'ailleurs j'ai abordé la vengeance qui existait à l'époque. Et puis, mais c'est là, les parents, ils ont évité ça, parce que ça peut risquer à ramener d'autres problèmes, que les villages, ils ne voulaient pas se mêler, voilà, malgré tout. Donc, mais c'est ça, moi je vous le dis, cette question, elle est restée, comment dirais-je, c'est de l'intrigue, voilà. Il y a quelqu'un qui a levé sa main. Oui. كما تنمر مقارنة محفوظة في الفورم qui décrit l'histoire vraiment dans une époque très lointaine, de remonter au royaume de Koutou et tout. Mais ma question, pourquoi cette histoire-là, tu aurais pu aussi la décrire dans une époque récente, qui est le XXe siècle, l'époque coloniale française, au lieu de remonter comme ça un truc, parce qu'on prend le risque aussi, on doit être très surtout l'époque du XVIe siècle et tout, il n'est pas trop décrit, il n'y a pas trop de manuels, surtout dans les trucs scolaires, on n'a pas écrit beaucoup là-dessus. Donc, il y a ça, le courage de prendre cette époque-là, c'est vraiment courageux. Et donc là, on n'a pas le droit un petit peu de fausser certains trucs historiques. On est surtout au royaume de Koukou. Je suis intéressé de voir qu'est-ce qui se passe en même temps. Bon, c'est sûr que pour décrire l'histoire de Yédir, mais dans une époque très sensible. Donc pourquoi tu as choisi beaucoup plus ça? Et comme je te dis, c'était un risque pour toi. Ben, effectivement, juste pour te rejoindre, maintenant parlons de la famille Telqadi. Justement, c'est ça, vous pouvez le trouver dans Google et tout, il n'y a pas de souci là. J'ai rien à réinventer. Juste parler de la famille Telqadi, regarde, de 1500 jusqu'à 1500, jusqu'à 1700, il y avait Sih Ahmed al-Houssi. Ça veut dire, c'est difficile de les démêler entre le père et le fils, ainsi que le frère et tout. C'est pour ça que moi, comme je l'ai dit, et je le redis encore, c'est prudent, je sais, je n'ai pas me substituer au travail d'historien, mais ça ne m'empêche pas d'écrire une histoire que je peux quand même la placer dans un contexte historique bien réel, comme je l'ai dit dans la préface, dans la couverture. Et aussi, bon, moi je suis personne curieuse, comme vous, la plupart. Donc, cette période-là, pour moi, elle est méconnue. Elle est méconnue. Pourquoi j'ai écrit tu sais, avec la Covid et tout, peut-être vous l'avez tous vécu, on lisait sur les réseaux sociaux. Puis aussi, j'ai pas juste lu Saïd Boulifa, il y avait beaucoup de missionnaires chrétiens aussi qui ont écrit sur la Kabylie. Il y avait aussi des vidéos de YouTube, il y avait aussi des publications. Parce que maintenant, avec l'Internet, il y avait des traductions, surtout des publications espagnoles, et ce qu'ils ont traduit sur l'existence de ce. Comme l'affaire Maharouj, son frère, comment il s'appelle, Kherdin et tout. Donc ça, je l'ai écrit, mais avec un maximum de prudence. Mais moi, mon but, si le roman est dans satisfaction, j'ai envie de le continuer pour faire quelque chose, pour faire une suite d'événements à ma manière, bien sûr. Mais on ne sait pas, maintenant c'est l'avenir qui va nous le dire, parce que toute cette période-là, elle est méconnue. Je vous assure, quand j'ai envie de vérifier certains faits, des fois j'arrive à trouver deux réponses différentes, alors ça part d'un même événement. Voilà. Oui, Tarek.
Ça, il voulait rajouter quelque Ah, chose. je voulais dire, juste il a tué son personnage principal, donc je ne vois pas comment il va continuer. Mais voilà, ça fait partie de. C'est Je ne ça. peux pas te donner de la réponse ici. Ça va être le re-revenant. Mais non, mais il y a une ouverture parce qu'il n'y a pas son corps encore. Ah, voilà. Juste un témoignage d'une personne. Donc c'est possible. Ben, en fait, il y a quelqu'un qui a raconté. Et que quand on te raconte quelque chose, est-ce que lui, il est parti avec une version. Son père est un héros, il est parti en village. Après, on discutera. On verra. Je te remercie, Mahfoud, de nous avoir fait un livre. Désormais, maintenant, on peut t'appeler un auteur. Donc, t'habituer avec ça. Modestie, s'il te plaît. Donc, oui, et aussi, je te remercie parce que tu as parlé sur une époque qui est cachée, pas méconnue, cachée. Parce que les Turcs sont considérés comme des sauveurs, parce que c'est des concurrents, comme tous les autres concurrents qui sont venus. La preuve, ils ont lâché l'Algérie, même pas après 24 heures, ils ont négocié leur départ, ils nous ont laissés à la France. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, j'aimerais bien revenir à la condition de la femme quand vous parlez sur la solution qu'ils ont trouvée que la femme ne doit pas hériter pour éviter ce genre de drame. Peut-être à l'époque c'est une solution, mais maintenant on est coincé dans l'archaïsme. Nous tous les Kabyles ici, on continue à appliquer ça, à déshériter une sœur et une mère et une frère. Je ne sais pas, je n'ai pas lu le roman, mais est-ce que vous avez parlé sur cet archaïsme? À l'époque peut-être, moi je ne juge pas mes aînés, ils vivaient à cette époque, ils ont pris cette décision. Mais maintenant, aujourd'hui, en 2024, on voit des frères qui se fâchent avec leur soeur parce que la soeur demande son héritage. Je vais t'arrêter là. Merci de m'avoir encouragé pour le roman. Je vais te répondre sérieusement pour la question de l'exonération de la femme. En fait, ce n'est pas le but de l'écriture du roman, mais ça ne m'a pas empêché de parler de ce problème-là. Mais M. Chéri l'a bien dit. Moi, il a dit que la culture villageoise versus la culture citadine vis-à-vis de cette question-là, elle est différente. Et moi, je le vois, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. Quand la femme, bien sûr, moi je ne suis pas d'accord que la femme ne prend pas sa part. Mais est-ce que c'est facile pour elle de le faire? Tu vois, c'est ça la question qu'on pose. Parce qu'elle veut le faire et l'autre, elle ne voulait pas le faire. Parce que ça, c'est une question, moi je vous le dis sérieusement, et je m'excuse, mais ce n'est pas le but parce que c'est pas facile. C'est une question très épineuse. C'est sûr que moi, en tant que je suis au Canada, j'ai milité dans un parti politique où est-ce que pour l'égalité entre les femmes et hommes, et puis je reste comme ça, je ne change pas. Mais pour le reste... Ma question, parce que je vous ai entendu dire, c'est comme si c'est quelque chose de fabuleux, quelque chose que... Il faut qu'on reste là-dessus, on perpétue sa tradition. C'est ma compréhension. Vous me rassurez. Moi, j'ai repris ce que Saïd Boulifa a dit, parce que Saïd Boulifa, je te dis, en 1925, ça fait un siècle plus tard. Peut-être qu'il n'a pas tout dit aussi. Ben oui, non, mais je vous le dis à l'époque, quand il a dit ça, il a justifié, bien sûr, parce qu'il a dit que, peut-être c'est là, vous le lire, mais c'est une page et demie, là, il dit que c'est un moyen parce qu'il y a aussi Youssef Adli qui a parlé sur la propriété kabyle. Comment la protéger? Il a parlé longuement, je l'ai écouté d'ailleurs. Comment se protéger? Parce que c'est les Français qui nous ont créé la division, subdiviser un terrain. Avant, le terrain, je ne sais pas, moi je ne vais pas y aller dans ce sens-là. Le kabyle n'a pas de propriété proprement individuelle comme ça. Ça appartient à une collectivité. D'ailleurs, au kabyle, parce que l'héritage, il ne t'appartient pas, c'est quelque chose que tu mérites d'avoir pendant ton existence de vie. Après, tu le mets à l'autre, tu n'as même pas le droit de le vendre, ni pas à toi. Donc, c'est pour ça que quand on parle de cette question-là, on parle, oui, de la femme, mais aussi on parle de l'homme, parce que l'homme, même s'il a ce terrain, il n'a pas le droit de le vendre. C'est ça la question. Maintenant, c'est comme je vous dis, c'est une société. J'ai écouté, comment il s'appelle,
Et c'est Adil, vraiment, il a fait des. Vous allez l'écouter sur YouTube, là. Il a des belles. Il a fait un bon travail sur la pensée kabyle, voilà. Donc, moi, je l'ai lu, Pardon? Excuse, mais cette pensée kabyle, il ne faut pas qu'elle soit fichée. Moi, je ne suis pas d'accord que. Eh ben, c'est ça. Oui, mais il ne faut pas la sacraliser. J'ai pas dit que je sacrais. Oui, ça ne faut pas dire. Oui. J'ai dit, il a parlé de ça. Parce que c'est navrant être démocrate, et sur ce point-là, tu mets le couvercle de la cocotte. Ça me dérange. Je suis entièrement. Non, je suis sûr et certain, ce n'est pas le but de votre livre. Ouais, c'est ça, exactement. Mais moi, tu sais, on est là, on parle de ça. J'allais te la ramener à Chambly, je veux que tu le lises, parce que je sais que tu vas venir, tu vas poser des questions, que tu n'as pas lu le livre. Je te jure, j'allais te la ramener une semaine avant, à Chambly, juste pour que tu le lises. Non, je ne prends pas mon livre aujourd'hui. Tu vas prendre, non. Bonjour, je te salue Mahfoud pour l'expérience de l'écriture. Je l'ai lu, c'est un livre qui se lit d'une traite. Je l'ai lu goulûment, une histoire fabuleuse, passionnante, captivante. Moi, je vais laisser l'histoire, je vais revenir au style d'écriture. J'ai remarqué à travers la trame narrative, tu as donné libre cours à l'histoire, à la tragédie, aux conquêtes et tout, mais le bémol, c'est qu'on n'a pas vu de sentiment. Je sais peut-être, ça relève de ta personnalité, tu es un peu pudique, non. Mais je déplore, c'est qu'on n'a pas vu des scènes d'amour, on n'a pas vu de baisers, on n'a pas vu de... je le déplore vraiment. Oui, c'est terrible. Parce que si je fais juste le lien avec, ça me vient en tête, la colline oubliée de Mamri. Quand on voit l'histoire entre Azé puis Moukran, c'est Dabda, Moukran. Avec Akili, même si l'histoire c'était dans un village, le village avait fait d'humain, ça grouille d'humanité, de sentiments, mais je déplore dans ton livre l'absence de ce côté-là. Je ne sais pas si c'est l'école algérienne qui nous rattrape. Parce que quand je lis de nouveaux auteurs, il y a ceux qui émergent, qui échappent de cette emprise. Ils sont très libres, mais chez certains, même si c'est un roman, je vois c'est comme si on est toujours devant la télévision, on coupe des scènes. La censure, là. Il y a une autocensure. Je le déplore. Blocage sentimental. Voilà. Ben, en fait, justement, tu as fait allusion à la qu'on oubliait avec Davda, avec Smith Ménèche. C'est Ménèche. Donc, je n'ai pas fait attention à ça. Peut-être c'est relatif à mon éducation, peut-être je suis une personne très, je sais pas. Mais le but d'écrire ce roman-là, en toute sincérité, ce n'était pas le but comment dirais-je, de déborder sur des passages comme tu viens de citer pour donner peut-être plus de sentiment. Moi, c'est une situation. Je restais dans le contexte historique. Peut-être, c'est une bonne remarque à ça, là, je l'admets. Bon, le prochain, on va essayer de... Il me semble, moi, il a été absorbé par l'histoire. Il se sentait dans une posture d'être objectif et d'y aller vers la rationalité. Donc, ça n'empêche pas d'aborder, mais c'est le mot de la vie. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Il a été absorbé par la rationalité. Donc, pour lui, les sentiments ne sont pas importants dans l'histoire. Et ça, c'est un profil, je ne sais pas ce qu'il fait. J'ai une question par rapport mais c'est une remarque pertinente. Je déplore, si on prend l'exemple de quelques auteurs algériens, si je prends Mimouni, Boudjdra... Il y a Boudjdra qui a cassé la baraque. Omniprésent dans... Ouais, même celui le dernier qui a été... Alors que les nouveaux romanciers... Ça inhibe le style, ça inhibe... C'est vrai, c'est l'autocensure. Le dernier livre, le dernier roman de Les Vertueux de Khadara, je l'ai lu, je viens de finir, là, justement, il a parlé de ça, vraiment, avec beaucoup de... Ouais.
C'est vrai, ça là. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, je pense qu'il y avait quelqu'un là. Oui, ça, c'est justement peut-être pour aider à répondre à cette question. En écrivant le livre, moi je ne l'ai pas encore lu, je n'ai pas encore l'occasion de lire, mais en écrivant, disons, le roman, est-ce que tu l'as écrit pour un type de lecteur bien particulier ou tu cherches, disons, c'est vraiment large comme lecteur ou vraiment tu as visé un lectorat bien particulier? En fait, je vais être avec vous. C'était vu que ça parle d'histoire. Je voulais quand même, il n'y a pas un public ciblé, mais je veux quand même un public avisé, c'est-à-dire il faut donner le respect au lecteur de chercher à trouver des réponses sur certains passages. Comme je l'ai écrit ici, je pense 7 chapitres. À chaque chapitre, j'ai essayé d'aborder une époque, soit pour que le lecteur, il va se poser des questions. Mettons, mon fils, il va lire ça, il va dire c'est quoi Shachnak, il va fouiller, il va y aller. C'est un peu ça, de laisser le lecteur connecter avec l'histoire. Bon, j'ai pas vraiment, c'est sûr qu'en écrivant. Peut-être, j'ai dit, peut-être il peut servir d'un film ou je ne sais pas, parce qu'à un moment donné, vers la fin, je voyais que c'est une vie d'un homme. Moi, je suis un amateur de cinéma, j'aime un peu des aventures, j'aime ça, voilà. Mais il faut que l'aventure soit quand même plus proche du réel, voilà. Donc c'est un film qui peut passer le Ramadan. Le mois de Ramadan, il peut passer facilement. Il y a une question qui... Non, c'est par rapport pour de répondre sur les sentiments. Comme il a dit Ali, il faut qu'il sur l'histoire. Vous avez sûrement lu Marguerite Yourcenar sur Adrien, les mémoires d'Adrien. C'est le dernier empereur c'est un classique très connu. Il a décrit la stratégie, celui qui a arrêté Rome de s'épanouir parce qu'il a eu des visions qu'il fallait restreindre, etc. C'est fabuleux comme roman. À part quelques descriptions comme quoi il avait comme esclave homosexuel et tout, mais il n'y a aucun sentiment, je veux dire, parce qu'il a focusé sur l'histoire en même. Moi, je suis venu parce que c'est une période, j'ai accouru, je veux dire, enfin, il y a quelqu'un qui a osé cette période aveugle qu'on n'a pas lu, je veux dire, il a osé plonger là-dedans. Je pense, j'ai pas lu le livre à Koulé Hadas, mais je pense qu'il a focusé sur plus, nous donner des éléments historiques. Et il faut le féliciter, c'est son premier roman. Donc vraiment, vraiment félicitations. Et pour répondre à M. Abba, il faut écrire. Je vois que la Deuxième Guerre mondiale, je suis tanné de chaque fois que je lis quelque chose, ça revient à la Deuxième Guerre mondiale. Donc soit les Français, soit n'importe qui, des centaines de milliers d'écritures sur la Deuxième. C'est comme si nous on n'écrit pas. Je veux dire, il faut oser. Après, bien moi, c'est pour justement caractériser vraiment c'est courageux. C'est ça. Il faut. Il a pris un grand risque. Mais c'est pas grave, il faut écrire. Si on peut écrire, on écrit n'importe quoi. Juste, moi j'ai des mémoires, je suis vieux, j'ai des mémoires de même pendant, je suis né à la Casbah, j'ai des flashs, je suis de 53, l'Ascaro, etc. J'ai des mots, je suis en train d'écrire. Il faut écrire n'importe où, il faut. C'est ça, parce que l'histoire, c'est le peuple qui l'a fait, c'est pas les rares. C'est vraiment, je te remercie à 100 000 à leur gars. Merci beaucoup. En fait, justement, tu as soulevé un bon point. Vous avez soulevé un bon point. C'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué ces 2-3 dernières années, il y a eu beaucoup de créations artistiques et littéraires, soit en Kabylie ou en roman. Il y en a beaucoup. Je sais que c'est comme nous,
on sent un peu le besoin de continuer le combat. Je ne sais pas s'il y avait, tu sais que moi, on a fait la politique avec mes amis, avec la plupart et tout. À un moment donné, on a mis le contexte qui est vraiment, il nous a un peu empêché de continuer à militer. Mais bon, mais c'est comme l'Culture Gay, elle a servi à beaucoup de monde de continuer à s'exprimer. Moi, je vois beaucoup de gens, et puis je suis optimiste, voilà, juste pour vous dire. Et puis, merci pour l'encouragement. Vraiment, j'apprécie. Moi, je voulais juste adresser mes félicitations. Belle aventure. Une chose est sûre, c'est que ton livre ne laisse pas indifférent. Donc, quand je vois ce que les amis ici, les participants amènent comme point de discussion, c'est très intéressant. J'ai hâte de lire ton livre. Moi, je voulais juste revenir un petit peu sur je ne veux pas enfoncer le clou, ni l'enlever non plus, sur la question de la femme. C'est juste, je veux dire, il faut vraiment, quand on parle de la cité, quand on parle de la ville et quand on parle du village, il faut situer un peu les options des uns et des autres dans un contexte géographique, mais aussi dans un contexte de savoir. La cité, elle est liée directement au savoir direct. Donc il y a la mosquée, ils sont abreuvés par la mosquée, ils sont abreuvés par un certain savoir qui n'existe pas au niveau du village. Le village, je suis d'accord avec M. Chéri qui parlait, M. Chéri qui disait l'indivision, mais cette indivision-là, elle n'existe pas seulement en Kabylie. Quand on va en Grande-Bretagne, c'est encore pire. Pour des sociétés lettrées riches, ils ont fait ce choix-là. Effectivement, le Qabaïl s'était dicté beaucoup plus par, selon moi, je ne suis pas un historien, mais un qui c'est plus le contexte de se protéger, c'est plus le contexte de continuer d'exister, c'est plus le contexte de se protéger par rapport à l'extérieur. Par contre, la cité, elle était alimentée. Donc, c'est des référentiels différents. Donc, quand on compare le village à la cité, à la grande ville, à Wioufan, تمسلاينا كاع إلا قرنتي ناري دهنا باش نفهم أي غار نكون يثودرينا كاع ويدي لنا نتمدينين هاك النظام encore merci à vous. Merci Djilali. Vraiment c'est une très bonne remarque. Écoute, c'est vrai. Je l'ai remarqué quand on parle du village ou bien c'est le contexte qui est différent. Même la famille, hein, c'est des fois c'est pour ça que moi c'est une question délicate. C'est des sentiments, c'est des liens. Écoute. C'est comme ça, voilà. Donc, merci à Dieu. Il n'y a pas assez de place. C'est pas de ma faute, mais qui a accueilli beaucoup de monde. Il faut louer un stade. Oui, pour le prochain. Oui. Zoul, donc, Mahfouz, je te félicite pour le roman qui est Hayouz, Thalay. Donc, Stsino, Kinkisnak, Shinan Mahfouz, tu es militant d'abord. Donc, est-ce que la relation hier ou celle où il y a le récit qui est l'ère actuelle, il y a une projection. Merci Farhan. Ben, en fait, c'est sûr quand on écrit comme ça, des fois on pense à des scénarios. Pourquoi je l'ai écrit, Le Revenant, parce que bon, c'est difficile un peu. C'est sûr que Le Revenant, ça parle aussi d'immigration, ça parle un peu, tu sais que nous on a quitté, un jour on va revenir, est-ce que les gens ils vont le reconnaître, parce que c'est pas... Oui, au début quand je voulais écrire ce scénario-là, je voulais avoir deux, comment dirais-je... c'est deux... Oui, c'est ça, c'est comme deux scénarios, mais... c'est pas le but dans le fond. Après c'est délicat, voilà. Mais ça reste quand même il y a un sentiment, voilà, il y a un sentiment autre que ce que j'ai écrit ici. Je peux ajouter par rapport à ça, en tant que lecteur, oui, il y a de l'actualité, c'est pour ça que j'ai dit que le narrateur, en quelque sorte, il est parti avec les problématiques d'aujourd'hui et d'y aller les chercher quelques réponses dans l'histoire. Oui, il est préoccupé par des problématiques d'aujourd'hui, par exemple la question de la laïcité, la question de l'héritage, la question aussi de la culture et de l'identité, on est en plein dedans. Donc oui, ça répond à des questions d'actualité. On ne peut pas le dire lui, peut-être
Et c'était pas son but, mais en tant que lecteur, vous pouvez référer ça. Oui, monsieur Chef. Je rebondis sur ce que dit Ali. Culture et identité. Tu es le premier auteur, même Mamri ne l'a pas fait, à décrire les caractéristiques d'un kabyle. Parce que Idir, c'est l'acteur principal en quelque sorte, et tu le décris, et je t'assure que ici, moi je l'ai utilisé auprès de chercheurs d'emploi, auprès d'universitaires qui voulaient connaître un peu la culture en Algérie et en Kabylie. Quand j'ai parlé de Tajma, la recherche de consensus, quand j'ai décrit les principales caractéristiques, lisez le livre et vous allez vous décrire auprès des gens que vous ne connaissez pas. Et ça, pour ça, je te remercie, parce que c'est un premier jalon. J'espère que d'autres écrivant, et que surtout, les psychologues industriels s'inspirent de ce que tu as écrit pour décrire encore plus en profondeur qui est le kabyle. Parce qu'on est kabyle, on est culture, on parle tarvé. Il est épais, après, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, quand on parle comme ça, quand on dit le cheminement de l'idée, que ce soit son engagement, que ce soit sa crédibilité, sa fierté, sa résistance, c'est tout le monde qui est résistant, qui est fier, qui est pugnace, etc. Mais on ne le dit pas souvent. On ne le dit pas souvent, et c'est une chose pour laquelle je te remercie. Merci. Merci. Donc, merci. En fait, voilà, je n'ai pas fait attention à ça, je l'ai écrit selon les connaissances d'un kabyle. Voilà. Donc, comme je vous dis, je voulais garder un peu l'authenticité de l'individu ainsi que de la vie. Il y en a qui sont déçus parce qu'ils travaillent que l'histoire, elle va aboutir sur quelque chose de... Mais je suis déçu. Bon, écoute, mais voilà. C'est une histoire. C'est pas facile de voilà. Merci, Cheikh. Oui. تزوى كينيغ محفوظ ثالمير تنقرنت ثيرا ماشي الحاجة سهلا الشتات قوضا دارت ثيرا طاس ولا البركة ولا شي سكان أما قوضا هاد الصفدارة أيوز دونك الخديشة مقران ثزوارا ثيرا حوايج يعني غتصفض إلا غتصفض على المحسوب دي زانفورماسيون سودرون تساعد بوليفا سعيد بوليفا النض يفتاك دا طاس تكتيوين ثم غرفلاسة طاس يلها ما إلا وايض ما إلا وايض يعني كيف كان يعني يسلم وياض دي زانفورماسيون كي كيقرا كي تمثل دي مومون دو بلون خاطر كي كيقرا غارسيا ماركاز يقرا كيكري سي على فوا ان بليزير ان سوبليس ما ثارو ديجا سي اون ستوار ايماجيني انسي سويت وي داكور الزمرات تعرض تنجر فريد وحدي كارود داك انت بغيض كتفضل كي هذا مزرو اذا مزرو يلقاين غز لا هادو تفضاله ام كتو في هذا المجال. Bon, je vais être avec toi. Bon, il y a eu beaucoup de publications parce qu'il faut comprendre avec Internet maintenant, on a accès. On a accès à beaucoup de publications, beaucoup de travaux qui ont été. Je vais citer, bon, j'ai cité Mohamed Oulhajne Djoudi. C'est quelqu'un qui a. D'ailleurs, je tiens à la saluer. Il a lu le livre, il a commenté. On s'est levé mais bon. Parce qu'il a commenté page par page. C'est quelqu'un qui a écrit pour l'époque d'Abbas avec. Il a écrit aussi. Il y avait aussi quelqu'un d'autre qui a fait un film sur le. Bon, je peux vous le dire ce petit sénateur. Il a écrit aussi, d'ailleurs, lui aussi, il a fait parler Oulhajne Djoudi. Donc, il y a aussi les missionnaires qui sont envoyés en Algérie, qui ont écrit, et en général, c'est des chrétiens. Donc, comment ça s'appelle, bon, je peux te donner son nom. Non, j'ai pas fait. Au début, j'ai commencé, mais sinon, c'était parce que sinon, si j'ai envie de faire des références, ça va devenir un roman historique. C'est-à-dire, un essai. Voilà. Alors que
c'est encore plus dangereux. Donc c'est délicat. Mais j'ai toute une bibliothèque de livres que j'ai lus et que j'ai surtout les publications. Parce que même des fois, les publications, c'est pas facile. Des fois, tu lis pendant 2 jours, c'est vrai, tu lis dans 2 jours, et puis tu trouves que c'est une fausse publication, c'est-à-dire ça ne te donne pas le goût d'exploiter le contenu historique. Et aussi, voilà, donc j'ai découvert beaucoup je vous assure, là, beaucoup de plagiat. C'est délicat. Il y a des gens, ils ont écrit des blogs, alors qu'ils l'ont pris ailleurs, ils n'ont même pas cité la. Mais je trouve qu'au début, quand je l'ai lu, cette personne, j'étais émerveillé, je dis c'est un travail, comment il a pu. Mais c'est pas lui, ça vient d'une autre personne, je ne vais pas citer des noms ici. C'est du plagiat, c'est du mot à mot, même pas. Donc voilà, c'est pour ça que le travail est bien. Bon, pour l'écriture, des fois, ça m'apaise, voilà, comme tout le monde. Lire, ça me donne le goût d'avoir un peu de. C'est un moment qui nous appartient. Voilà. Ça me vient une question. Il y a un livre qui est connu en Algérie, il a été édité en Algérie, Les Berbères dans l'histoire de Mouloud Gaïd. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas utilisé ce livre, alors qu'il était une référence, qu'il est toujours une référence dans l'histoire des Berbères en Algérie. Oui, j'aurais pu, comme je vous le dis, j'aurais pu. Mais c'est comme je vous dis, quand tu écris un livre, tu n'annonces pas tout le monde. C'est ça, dans le fond, si admettons, je t'ai consulté, peut-être tu m'aurais donné quelques références. Bon, c'est sûr que peut-être je vais l'enrichir encore plus, peut-être avec plus de détails, et puis m'éloigner un peu de l'imaginatif. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Oui. Bonjour Flowen. Donc, félicitations Mahfoud pour cette première production, on va dire, romanesque, donc de fiction. Merci. C'est ce que j'ai à dire surtout, c'est, je l'ai lu, je trouve c'est-à-dire l'approche, c'est-à-dire l'écriture, essayer de retrouver comment à peu près le mécanisme d'écriture. J'ai trouvé, oui, il y a le respect, on peut dire, des règles d'écriture d'une œuvre de fiction romanesque, mais justement, en te connaissant un peu, on retrouve un petit peu, c'est plus axé sur l'analyse sociopolitique, on peut dire, dans un contexte historique. C'est comme une histoire, une petite histoire dans la grande histoire, mais le contexte est utilisé comme étant un prétexte, mais c'est pour analyser, et justement on retrouve les questions d'actualité d'aujourd'hui, analysées avec les questionnements d'aujourd'hui, mais en essayant un petit peu d'être fidèle par rapport au contexte. C'est pour ça qu'il y a eu justement des anachronismes, parce que justement on n'a pas eu peut-être le temps de faire beaucoup de lectures d'histoire, parce que à peu près son objectif, ce que j'ai compris, il est tout autre. Mais ceux qui cherchaient des réponses dans un roman de fiction par rapport aux questions problématiques de société, c'est pas dans un roman qu'on les retrouve. Donc c'est-à-dire ce qui a été évoqué, ce sont des pistes de réflexion, des problématiques à poser, mais ce n'est pas le romancier qui va répondre aux questions politiques. Je regrette, c'est ça l'écriture de romanesque. Ce n'est pas le travail d'un romancier. Le romancier, il est là pour essayer c'est vrai, de se référer à des réalités comme celle du roman, c'est un peu plus une réalité historique, mais ce qui est important, et aussi l'auteur a le droit, le romancier a le droit de voyager un peu, même s'il y a des discrétions ou autres extrapolations. À mon avis, ça fait partie des outils du romancier, de la fiction. En le lisant, oui, on va retrouver un petit peu, surtout du caractère de la littérature, c'est un peu la vraisemblance. Lorsqu'on le lit, on va se retrouver un petit peu dans cette caractéristique, c'est-à-dire il y a de la vraisemblance. L'auteur n'est pas là pour décrire la vérité telle qu'elle est, mais c'est un petit peu être l'historien, mais avec cet esprit de liberté, d'écriture d'un romancier, parce qu'il a le droit de créer, il a le droit d'extrapoler et on va dire de reconstituer, on va dire, des faits historiques
mais avec ses propres matériaux et non pas avec le matériau de l'historien. Voilà à peu près ce que j'ai compris. Donc c'est pour ça qu'on retrouve le militant pour essayer de répondre aux questions, préoccupations politiques, telles que les questions de la laïcité, les questions du statut de la femme, tout ça. On les retrouve un petit peu dans le roman. Voilà. Merci Kamal. الرجال الرجال يجمال يتهوز الزوجات تقدر شو بوليتيك هذا كيف قلنا لنا يا توجور لومبرانتين c'est-à-dire c'est ça bon en fait pour les gens qui me connaissent avec Salah Hasqi la plupart de la game on est toujours des militants politiques et politique voilà c'était voilà c'est vrai que effectivement, c'est pas facile de changer ce qu'on appelle façon d'équilibre. C'est différent. Différent dans une autre. Maintenant, bon, c'est une expérience. Je vous le dis, c'est la première fois que j'écris ça, et puis je sais pas où ça va amener. Je n'ai jamais pensé qu'un jour il y aura des gens qui vont venir ici à Montréal et puis discuter du roman, que ce soit. Je laisse toujours le bénéfice de la critique et du lecteur quand même, j'ai toujours dit que c'est un peu tôt, mais bon, c'est une expérience. Mais c'est sûr que l'approche, la manière comment nous on a fait une école politique quand même, qui on était encadré. Et il ne faut pas oublier, on a reçu certaines, comment dirais-je peux dire une éducation quand même. Une chance aussi d'équilibre, d'être un peu juste, de relater les faits sans y aller dans le... Voilà, bon, peut-être tu l'as remarqué, mais c'est ma façon d'équilibrer aussi, d'être plus ou moins juste. Mais il faut qu'il se fasse aussi attention, l'auteur ici n'est pas partisan. Oui, il a une vision politique, mais pas partisane. Donc, ce n'est pas vraiment un militant engagé dans un discours partisan, mais c'est une personne, un citoyen qui a une vision un petit peu universelle des problématiques posées par la société moderne d'aujourd'hui, qu'il a essayé en quelque sorte de répondre en revenant un petit peu à l'histoire. Est-ce qu'il y a des... Est-ce que justement les anachronismes que tu as cités tout à l'heure ne sont pas un peu la réponse à cette volonté de militer à travers un livre d'aventure? Il ne peut pas en échapper. Parce qu'il ne peut pas. Sinon, il va nous écrire un livre d'histoire. Ou bien de sociologie. Mais lui, c'est une fiction, donc il ne peut pas en échapper. C'est vrai, mettons, pour la laïcité, tu sais que c'est un problème. C'est un sujet. On débat jusqu'à aujourd'hui, depuis surtout en ce moment avec tout ce qui se passe, surtout en Algérie, on a vécu ça. Donc dans le livre, c'est vrai que j'ai influencé. Voilà. Tu as forcé. J'ai forcé un peu sur parce que puis je l'ai exprimé carrément comme quoi par la séparation et tout. Puis j'ai mis aussi Tajmat comme quoi elle doit se dissocier de cette influence religieuse aussi. J'ai parlé aussi même de l'individu quand il était en prison. En Espagne, et puis il y avait ce qu'on appelle les prélats, ce qu'on appelle les chrétiens, quand ils viennent les dimanches pour s'enquérir des prisonniers et des autres qui sont des chrétiens, puis il a espéré avoir une certaine, comment dire, une certaine... Oui, pas une bénédiction, admettons, que le prêtre va venir le voir pour discuter, mais lui, après j'ai décrit comment sa croyance en Dieu, tu vois. Mais j'ai toujours respecté, son père il est pieux, donc dans le livre j'ai expliqué comment son père est pieux, et puis respecter son père c'était l'idéal de croyance, voilà. Il est pieux, les musulmans, etc. Et il fait sa prière à sa façon, donc voilà, j'ai décrit un peu l'atmosphère kabyle, c'est pas kabyle pratiquement, mais un laïc, voilà, c'est juste ça.